Aujourd'hui, on n'a pas, comme je le précisais tout à l'heure, on n'a pas encore le décret sur le panier de soins, donc on est en attente de ce décret pour pouvoir savoir exactement quelle est sa composition. Alors, on l'a vu, il y a eu un certain nombre d'éléments en 2013, il y a eu beaucoup de choses, notamment sur les clauses de désignation, donc je ne vais pas trop revenir sur ces aspects-là, simplement il faut l'avoir en tête parce que ça a figé certaines négociations qui avaient été entamées. Je pense à quelques négociations sur des grosses branches qui avaient commencé à mettre en place des négociations qui se sont figées parce qu'on a eu un calendrier qui a vu plusieurs événements atterrir. Première chose, donc l'ANI en janvier 2013, transposition dans la loi, et dans la transposition dans la loi, alors que ça n'était pas prévu par l'ANI, eh bien, il y a eu apparition de ces clauses de désignation possibles. Ensuite, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel donc, qui a rendu inconstitutionnelles les clauses de désignation avec tous les effets que ça peut avoir également sur les désignations qui sont déjà en cours, on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, on a eu un nouvel événement. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2014 est apparue la notion de recommandation que j'ai appelée coercitive dans le sens où cette recommandation elle obligeait l'entreprise à rejoindre l'organisme recommandé, ou à défaut, eh bien, cette entreprise devait s'acquitter d'un forfait social majoré, donc quand elle était à un forfait social à 8 points, elle passait à 20 points, et pour les entreprises qui n'étaient pas soumises au forfait social, eh bien, elles avaient le forfait social à 8 points. Ces recommandations coercitives, après plusieurs allers-retours, eh bien, ensuite, elles ont été rendues inconstitutionnelles, alors non pas sur la recommandation, mais sur effectivement l'écart que ça représentait par rapport à la charge publique. Et donc la recommandation est permise, mais néanmoins pas avec l'impact qu'on a vu sur le forfait social. Alors, avec tout ça, et c'est un peu l'objet de l'atelier, l'idée de l'atelier, c'est pas de vous faire un exposé de l'ensemble des motifs, c'est de dire, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, l'élargissement de la portabilité et le passage à 12 mois, j'ai encore 1 an ou 2 pour m'organiser, donc ça va être simple, néanmoins il va falloir quand même alerter l'ensemble des clients. Ensuite, les accords de branche, je vais peut-être attendre de voir si je suis concerné. D'ailleurs, à ce titre-là, il va falloir que vous ayez une vigilance accrue dans les cabinets pour une veille des conventions collectives, pour bien regarder ce qui aujourd'hui bouge, ce qui se négocie et s'il y a des accords qui sont montés. En effet, vous savez que dans la hiérarchie des normes, on ne peut pas avoir donc, un accord d'entreprise ou une DE qui serait moins favorable que ce que prévoit la convention collective pour les salariés. Donc il va falloir faire attention à cette articulation des normes de façon à ce que si effectivement il y a un accord de branche qui instaure un régime, eh bien il faudra que en tout point, si j'ai décidé de monter une décision latérale, en tout point je suis au moins supérieur à ce que prévoit l'accord de branche. Troisième sujet, l'accord d'entreprise, ça peut paraître compliqué. D'abord, si je n'ai pas de délégué syndical, j'imagine bien que dans certaines entreprises, on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit, aller nommer un délégué syndical, ça ne va pas être le plaisir des TPE. Et donc là-dessus, en plus, il y a un formalisme, donc ça paraît un peu compliqué de négocier ce genre de choses, même en interne. Et puis finalement, in fine, au 1er janvier 2016, je peux dire qu'après tout, je serai rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2016, de toute façon, les frais de santé seront généralisés pour tous les salariés. Donc je vais peut-être attendre la fin de l'année 2015 pour me poser la question du sujet et me dire, tiens, je vais rechercher une complémentaire santé pour mes salariés. Alors, ça c'est ce qu'on peut se dire en préambule. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent forcément être articulées et être bien comprises. La notion d'accord de branche, de recommandation, l'accord d'entreprise, mais surtout, il y a la problématique ursafienne. Décret du 9 janvier, avec la circulaire sociale du 25 septembre. Ce sujet-là, aujourd'hui, il vient interpénétrer l'ensemble des autres éléments à prendre en considération, et notamment sur les catégories objectives, on va le voir tout à l'heure, parce qu'en matière de frais de santé, on verra qu'il y a des choses particulières à regarder. Alors, pour le cabinet, quelles sont les incidences? Quelles sont les incidences de ces fins de désignation? La première chose, ça veut dire que, dorénavant, un client qui rentre chez vous ne sera pas forcément avec l'organisme désigné.
il arrivera avec son dossier, il aura peut-être déjà institué quelque chose. Alors, je rappelle qu'en tout point, il faut qu'à minimum, il soit conforme à ce que prévoit la convention collective. C'est-à-dire que si la convention collective, dans l'accord de branche, il est institué un régime de prévoyance avec une cotisation définie, il faudra qu'on soit sur ces bases-là. Si les prestations sont définies dans l'accord de branche, il faudra un minimum qu'il soit sur ces bases-là. Mais néanmoins, sur cet aspect-là, on avait l'habitude, puisqu'il y avait donc des organismes qui étaient désignés, on avait l'habitude de fait d'avoir une industrialisation entre guillemets de la charge, des charges sociales et des payes au regard de ce que prévoyait l'organisme désigné. Et là, on peut se retrouver avec des différences, avec des régimes donc différents qui seront au moins supérieurs à l'accord de branche. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire que la fin des adhésions d'office, eh bien, vous allez le constater sur vos clients. Ensuite, ça veut dire qu'on aura, pour ces clients-là, ou pour de nouveaux dossiers qui rentreront, une multiplicité d'offres. Et il faudra que vous ayez donc forcément une lecture à chaque fois, ligne à ligne, entre ce que prévoit l'entreprise dans son régime et ce qui est prévu par l'accord de branche, s'il y a un accord de branche, parce que vous pouvez avoir des offres qui ne répondent pas strictement à l'accord de branche. Donc vous allez avoir un rôle de conseil et d'éclairage sur ce sujet-là, et ça peut paraître sur certains points fastidieux. Et puis, vous allez devoir avoir une vigilance accrue sur les CCN, parce que toutes les CCN qui évoluent, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une évolution CCN, eh bien, il faudra faire modifier mon régime, il faudra m'adapter au régime. Or là, on sait qu'il y a un certain nombre de négociations en cours, donc il faudra avoir une vigilance accrue sur ces aspects de CCN. Est-ce que l'appréciation du principe de faveur se fait globalement garantie par garantie ou vraiment ligne par ligne? Ça dépend ce qui est inscrit dans l'accord de branche. Vous avez des accords de branche où c'est du ligne à ligne. Ça veut dire qu'il faudra aller regarder ligne à ligne. Je donne un exemple. Imaginez que l'accord de branche prévoit 150% de la base de remboursement sur l'intégralité des prestations. Vous avez un régime qui a été adopté par l'entreprise qui a 200%, sauf exception sur un poste à 100. Si c'est du ligne à ligne, il n'est pas conforme. Donc il faudra vraiment être vigilant et avoir une lecture complète du contrat, du régime et de l'accord de branche. C'est bien les trois. J'insiste sur ce triptyque parce que de temps en temps, on voit un mélange entre le contrat et le régime et on se dit, oui, le régime, il prévoit ça, mais il n'y a pas la contrepartie contractuelle assurantielle. Ce qui peut d'ailleurs exposer l'entreprise à des risques, notamment si c'est de la prévoyance lourde, à des risques financiers, puisque à partir du moment où il y a un régime qui est donc l'engagement de l'entreprise à l'égard de ses salariés et qu'il ne serait pas porté par une contrepartie assurantielle, et en cas de sinistre, c'est bien l'entreprise qui est redevable de ces aspects-là, sachant bien évidemment que l'entreprise va aller voir l'expert comptable s'il y a un problème derrière. Mais l'expert comptable, il a quoi l'assureur? L'assureur va aller voir. Alors, dans la foulée, l'assureur aussi. Dans la foulée, sur le contrat, pour conformité entre le contrat et les exigences de la convention collective, ça me paraît l'assureur. Après ça, en matière d'URSSAF, qui vient voir l'expert comptable, pourquoi pas, mais le contrat, il y a. Alors, oui, il y a un on va le regarder, on en parlera à la fin. Mais donc, point de vigilance, vous avez raison de souligner ça, il faut regarder ce qui est prévu dans l'accord de branche. C'est ça qu'il faut regarder avant tout. Et ensuite, il faut voir si la transposition a bien été faite dans le régime, et puis voir si le contrat est suivi. Sur le régime, on a tout intérêt à ne pas définir les garanties, renvoyer le contrat. Alors, si on est dans un régime qui répond strictement à la convention collective, il n'y a pas besoin d'un formalisme spécifique, puisque ça répond à la convention collective. En revanche, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, mon entreprise qui a mis un régime à 200%, alors que l'accord de branche prévoyait 150%. C'est bien une DIE. Elle a fait un choix supérieur à la convention collective. Donc là, il faudra le formaliser. Est-ce que l'engagement de l'employeur, quand il est tenu d'aller formaliser un régime dans une mission unilatérale, à défaut de pouvoir faire un accord d'entreprise ou accord référendaire, par rapport aux mentions obligatoires d'une mission unilatérale, est-ce que d'aller définir stricto sensu les garanties dans une mission unilatérale fait partie des mentions obligatoires d'une mission unilatérale? Non. On peut renvoyer simplement au contrat ou à une annexe. Mais moi, je ne préconise pas aujourd'hui aux employeurs d'aller préciser dans l'édition unilatérale les garanties, parce qu'ils vont s'exposer à des modifications régulières dans l'édition unilatérale. Et qui les obligera. Oui, vous avez raison. Mais il faudra bien vérifier en tout cas ce qui est inscrit dans le régime, parce que le régime, c'est l'engagement de l'entreprise à l'égard de ses salariés. Donc il y a ce triptyque à bien vérifier. D'accord? Notamment, là on a parlé de prestations, mais ça peut être aussi sur des cas de dispense.
Or, les cas de dispense, il faudrait qu'ils soient inscrits au régime. Imaginez que vous n'ayez pas mis des cas de dispense alors que l'accord de branche le prévoit, donc dans tous les cas, ce sera plus favorable aux salariés, pas de problème. À l'inverse, si dans votre DGE, vous avez prévu des cas de dispense qui ne sont pas prévus dans l'accord de branche, ça va être compliqué. Donc, il faudra bien avoir ce triple regard sur l'accord de branche, sur le régime qui a été institué, l'engagement entre l'entreprise et ses salariés, y compris sur les cas de dispense. On verra, on vous a fourni un certain nombre de bibliothèques sur les cas de dispense, parce que pour certains cas, il faudra justifier chaque année du cas de dispense. Donc ça veut dire que vous, pour, entre guillemets, non soumettre à charge, vous devez avoir ou non intégrer le justificatif. C'est compliqué, c'est long et ça nécessite une vigilance. Un suivi extrêmement important. Absolument. Qui n'est pas toujours facturable. Donc on a fait un certain nombre de courriers. Le premier, donc, comme je l'expliquais, à destination donc, des entreprises qui auraient équipé partiellement leurs salariés en matière de frais de santé. Le deuxième, eh bien, à destination de la population donc, qui aurait un délégué syndical et qui donc vont devoir ouvrir des négociations avec ce délégué syndical et donc on les en informe. Et puis le troisième, c'est pour toutes les entreprises dans lesquelles il y a une branche qui a négocié et donc qui a fait atterrir un régime. Donc ça, c'est des courriers d'alerte qui sont mis à disposition et que vous retrouverez en PDF saisissable, de façon à pouvoir déjà alerter les clients sur ces sujets-là. Ensuite, on vous a mis autre chose. Il y a une alerte avec la liste des branches concernées? Alors, avec la liste des branches concernées, non. Par contre, on va vous montrer qu'on a une veille CCN. On y retrouvera une des modèles. Les lettres sont à la clé USB qui a été remise, vous avez dit. Et en PDF saisissable. En PDF saisissable. Qui va certainement, parce qu'on n'a rien mis. C'est les hôtesses. Il faut leur demander. Vous allez avoir les clés. Alors sur les PDF saisissables, on prend les premiers rapporteurs. Elles seront accessibles sur le site internet de l'IFEL, sur l'espace adhérent. On a uniquement des lettres, des modèles comme un PDF classique sur les clés, c'est pas très facile d'utilisation. Alors ça veut dire que vous avez tapé le modèle ou refaire, donc tant qu'à faire, on se facilite un peu. Alors, ensuite, on a institué une sorte de fiche alerte décret qui est le premier niveau qui permet de se poser un certain nombre de bonnes questions. Ça ne veut pas dire pour autant que le régime sera parfaitement conforme à ce qui peut être instauré. Néanmoins, ça donne déjà des grosses alertes. Par exemple, le client donc, dispose d'un régime de surveillance de santé ou de retraite dont le collège bénéficiaire est cadre dirigeant. Vous savez que cadre dirigeant, dans la circulaire donc, du 30 janvier 2009, était une catégorie qui était reconnue, et là, le décret du 9 janvier a fait complètement disparaître cette notion de cadre dirigeant, d'accord ? Et donc, il y a un peu de jurisprudence qui est en train de sortir sur le sujet, mais néanmoins, il y a un point de vigilance sur ces aspects-là. Il faut absolument que vos cadres de direction soient rattachés donc, au collège 4 de la CCN des cadres de 47 pour pouvoir être dans cette logique de compatibilité ursafienne. Donc là, ce qu'on vous a mis, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que si le régime avait été instauré avant le 12 janvier, eh bien, c'est un clignotant orange, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une action, mais je peux bénéficier du moratoire, donc j'ai encore un peu de temps pour bouger. Si c'est vert, ça veut dire que, a priori, ça passe. Ça veut dire que je n'ai pas mis, par exemple, de régime pour des cadres dirigeants, donc si j'en ai pas, bah, ça va. Et puis par contre, si mon régime il a été instauré après le 12 janvier, eh bien je dois, à effet immédiat, être conforme au décret donc, du 9 janvier, et donc ça veut dire que là, j'ai un risque URSSAF immédiat. D'accord? Donc on vous a mis un certain nombre de points, 7 grosses questions, dont une sur la partie donc, ancienneté du personnel, puisque vous savez également que dans le cadre du décret du 9 janvier, pour les frais de santé, il y a dorénavant la possibilité donc, de ne pas instituer ce régime-là pour le personnel ayant une ancienneté de 6 mois, mais avant c'était 12 mois en matière de frais de santé et de prévoyance, c'était aligné. Dorénavant, en frais de santé, ça n'est que 6 mois. Donc attention à ça, si vous avez, entre guillemets, des régimes qui sont encore institués comme ça, il va falloir un point de vigilance, et si le régime a été institué après le 12 janvier, c'est pas bon. D'accord? Donc il faudra être en alerte là-dessus. Là, l'idée, c'est d'avoir cette petite checklist de bonnes questions à se poser. Alors, ça concerne le chef de mission, le responsable social et le collaborateur qui commencent à rentrer dans le moteur du dossier pour voir si on peut répondre à ces questions-là en ayant le plus de noms possible. Et sinon, il faudra mener des actions de correction. Et puis, il y a le rattachement du mandataire social aussi. Oui.
Ouais, sachant que on était dans l'expectative de la circulaire donc, du 25 septembre. Donc là, maintenant, on a la vision sur le sujet, avec effectivement ce point de vigilance donc, du PV-TAG. Ensuite, on a créé des cahiers méthodologiques qui permettent, sous forme de checklist, d'aller plus loin sur l'ensemble d'un régime de protection sociale, que ce soit prévoyance et santé, donc avec une checklist de plein de sujets importants pour identifier les zones de risque, essayer de minimiser ces zones de risque. Donc par exemple, on le voit juste après, on vous a mis un exemple sur de la prévoyance 1,50. Dans l'absolu, vous allez me dire, bah, c'est peut-être un peu éloigné de la NI, mais néanmoins, on démarre par là et on dégringole un certain nombre de questions, parce que le 1,50 prévoyance, dans l'absolu, ça paraît simple, sauf que dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Premier point, il faut bien s'assurer, dans ce 1,50 prévoyance, que c'est affecté majoritairement à une garantie d'essai. Autrement dit, il ne suffit pas que j'ai du 1,50 sur le bulletin de paye pour me dire je suis tranquille par rapport à la convention collective des cadres de 47. Il va falloir que je vérifie si dans mon contrat j'ai de la prévoyance d'essai, donc prévoyance pure, et si j'ai à côté des indemnités journalières, une garantie invalidité. Si j'ai un couplage des deux, il faut que je m'assure que j'ai au moins 50%, donc au moins 0,76 dédié à la couverture d'essai, sinon on a un risque. Et que se passerait-il à ce moment-là? Eh bien, en cas de disparition, en cas de sinistre, ça serait effectivement l'employeur qui devrait s'acquitter de la différence qui est donc le plafond de la sécurité sociale, donc le propre plafond en engagement, puisqu'il y a une obligation d'engagement derrière. Donc, vous voyez que sur des sujets qui paraissent un peu simples au départ, eh bien, en rentrant dans le moteur et en se posant des questions au fil de l'eau, on essaye de décanter tout ça et de se faire une checklist des bonnes questions à se poser sur des dossiers et vous accompagner là-dessus. Alors ensuite, sur la partie offre tarifaire, sachez simplement qu'en matière de frais de santé, on a constitué quelque chose, alors c'est un peu malin, vous voyez, il y a critères à y respecter. Alors vous allez me dire, mais si je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez dit que le décret n'était pas paru. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, on a le projet du décret. Donc ce qu'on a fait sur l'offre frais de santé, on a tout calé au minimum par rapport au panier de soins tel qu'il est prévu dans le cadre du projet ANI. Et bien sûr, si toutefois l'atterrissage du décret sur le panier de soins était supérieur à ce qui est prévu, on modifierait l'intégralité et on ajusterait de façon à pouvoir être parfaitement en harmonie avec ce panier de soins. Après, vous m'avez posé la question tout à l'heure sur l'aspect suivi des conventions collectives. Alors, sachez qu'au niveau donc, des équipes de Generali, on a une veille sur les conventions collectives avec la possibilité de rechercher l'intégralité donc, des régimes qui auraient, enfin des branches qui auraient prévu donc, des régimes frais de santé, que ce soit donc avec un organisme désigné, donc l'ancienne mouture, ou bien sans organisme désigné. Donc on a un suivi et une veille complète sur ces conventions collectives et on peut rechercher par mots-clés, par identifiant, de façon à ce quand on vous aide sur un audit de dossier, eh bien qu'on soit capable d'identifier ces aspects-là et qu'on puisse voir ça dans le cadre d'une stratégie coordonnée. Sachez également que nous, on a un point de vigilance sur tout ce qui est actuellement en cours de négociation. Donc on essaye de suivre ça de près, de regarder ce qui se passe sur ces éléments-là. Et on a créé une gouvernance donc, au niveau du groupe Generali pour avoir vraiment une veille accrue sur ces sujets. Alors, après, on est en train de monter un arbre décisionnel qui a pour vocation donc, de permettre d'auditer et d'approcher l'ensemble des régimes, que ce soit frais de santé, retraite et prévoyance, donc ça va au-delà de la pure frais de santé, donc de la généralisation des frais de santé au 1er janvier 2016, avec un outil d'audit, d'alerte et puis d'action correctrice, donc qui est dans la continuité des cahiers méthodologiques que vous avez qui seront mis en place, et qui permet donc de faire une analyse soit dans le cadre d'une sécurisation de mission, soit pourquoi pas dans une offre de mission supplémentaire, donc développement de mission, voire en affichage donc pour aller conquérir de nouveaux clients. Sachant que cette analyse, elle se fait donc sur la logique des 3 temps, hein. C'est qu'est-ce que je fais à la mise en place, quelles sont les bonnes questions que je me pose à la mise en place d'un régime, qu'est-ce que je fais dans le cadre d'une modification de mon régime, ou bien à la dénonciation d'un régime, donc avec l'ensemble du respect qu'il peut y avoir sur ces usages. Alors, comment ça se passe en arborescence
très rapidement, en fait, on se pose un certain nombre de bonnes questions et on décline les bonnes questions qui nous font arriver sur des sous-questions derrière. Notamment, on démarre par la CCN applicable dans l'entreprise, on vérifie qu'elle est bien en conformité avec l'activité. S'il y a pluriactivité, on regarde s'il n'y a pas de distorsion par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un régime qui a été instauré en matière de frais de santé dans le cadre de la branche? Oui, si oui, quelles dispositions? Et on regarde tous ces sujets-là et on regarde si l'accord s'applique, s'il est étendu ou pas, et on va jusqu'au bout. Ensuite, sur comment est envisagée la mise en place du régime, eh bien, si c'est une obligation issue de l'accord d'entreprise, si c'est une obligation issue de la convention collective, d'un accord référendaire, d'une décision unilatérale de l'entreprise, ça engage un certain nombre de formalismes différents, donc on vérifie tous ces sujets-là. Et puis sur la solution, on regarde si elle va porter sur la totalité du personnel ou bien si c'est sur une catégorie de personnel, auquel cas il y a le point d'alerte. Si c'est une catégorie de personnel, il y a le point d'alerte URSSAFIEN si jamais on n'est pas sur la totalité du personnel, notamment sur la partie frais de santé. La situation du mandataire social, donc y compris le mandataire social, il y a un point de vigilance et un point d'alerte sur ce sujet-là. Et puis ensuite, est-ce que c'est compatible avec l'ANI? Bien sûr, il va falloir vérifier qu'on est bien à minimum sur le panier de soins à l'arrivée.